Madame la ministre, mes chers collègues, j'ai reçu de Monsieur Jean-Luc Mélenchon et des membres du groupe de la France Insoumise une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91, alinéa 5 de notre règlement. La parole est à Monsieur Bastien Lachaud qui vient nous présenter cette motion de rejet préalable pour une durée ne pouvant excéder 15 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président rapporteur, mes chers collègues, j'ai eu l'occasion de dire en première lecture les défauts que nous trouvons à cette loi de programmation militaire. Elle est marquée par l'autoritarisme et le dogmatisme qui caractérisent la politique d'Emmanuel Macron sur tous les sujets. Dogmatisme, vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, les 2% du PIB, cet objectif fixé par l'OTAN, fixé par les États-Unis. Et d'ailleurs, nous en avons eu la démonstration la plus parfaite quand, en déplacement aux États-Unis, nous avons pu constater les communiqués de presse de la Maison-Blanche satisfaisants du fait que la France se rende à cet objectif de 2%. Nous voyons également que la Norvège se fait tancer par le président Trump pour un budget insuffisant. Nous voyons également que l'Allemagne vise les 2%. Donc, en effet, il s'agit bien de la volonté de l'OTAN d'obtenir ce budget à 2%, et le président Macron et la majorité souhaitent faire plaisir à l'allié américain. Autoritarisme, parce que dans le domaine militaire, ce défaut prend un relief particulier. Les premières semaines du quinquennat ont fait comprendre à tous que ce pouvoir, faible avec les forts, utiliserait les armées pour se donner au contraire l'image de la force. Il est assez vertigineux de constater les effets disproportionnés de cette arrogance du pouvoir. Cette arrogance permet au président de la République de se faire une gloire de quelques remontrances faciles à un adolescent indélicat. Cette arrogance écrase de mépris les bénéficiaires des minima sociaux. L'arrogance a été poussée jusqu'à humilier bien inutilement le chef d'état-major des armées l'an dernier. Arrogance a décidé des frappes militaires en Syrie, dont l'intérêt tactique et stratégique demeure une énigme. Cette arrogance de croire tout savoir et pouvoir tout décider seul l'amène enfin à décider de renouveler, sans l'avis du Parlement, les deux composantes de la dissuasion nucléaire et d'engager ainsi plusieurs dizaines de milliards d'euros pour plusieurs décennies. Mais cette manie de vouloir paraître fort l'amène le plus souvent à préférer éviter, voire à museler le débat démocratique. Il est bien aidé par le Parlement qui se dessaisit tout seul de sa capacité à débattre en faisant aboutir la commission paritaire. De fait, la majorité des Républicains du Sénat épargne au gouvernement une deuxième lecture de sa loi de programmation militaire. Pourtant, le passage au Sénat a lesté le texte de dispositions concernant le domaine cyber qui soulève des questions. Il est scandaleux d'avoir cru pouvoir déposer discrètement après la première lecture à l'Assemblée et au cours de la discussion au Sénat un amendement, sachant que le texte, vraisemblablement, ne connaîtra pas de nouvelle lecture. Les députés n'auront donc aucune occasion d'en débattre réellement. La méthode est d'autant plus contestable que l'amendement en question touche une fois encore aux libertés publiques et modifie les règles d'échange d'informations entre services de renseignement intérieurs et extérieurs. Il dénote une véritable malhonnêteté du gouvernement, tout d'abord parce qu'il refuse le débat, ensuite parce qu'il essaye de faire passer incognito un véritable cavalier législatif en introduisant dans la programmation militaire des dispositions qui n'ont réellement rien à voir avec les questions budgétaires. Il choisit un véhicule législatif inadapté et retarde de ce fait la venue d'un texte dédié à la défense et au numérique dont le besoin se fait chaque jour sentir davantage. Le gouvernement n'en voit-il pas la nécessité ou s'agit-il de mettre en conformité avec la loi des pratiques qui ont déjà cours et qui ne devraient pas ? La commission de la Défense m'a missionné avec ma collègue Valetta Ardisson pour un rapport d'information sur la cyberdéfense. Espérons que pour une fois, le travail parlementaire sera respecté et ses recommandations au moins examinées. Mais puisque vous avez voulu, Madame la Ministre, évoquer le renseignement dans cet article ajouté au Sénat, permettez que je vous demande pourquoi ne pas en avoir profité pour indiquer explicitement que les recrutements dans ce secteur seront réellement prioritaires et ne seront pas retardés au profit du nombre extravagant de postes que vous prévoyez de créer pour le sous-texte, le soutien aux exportations. Je parle d'exportation puisque vous semblez considérer la LPM comme un bazar législatif. Pourquoi, justement, ne pas avoir donné de rôle véritable au Parlement dans le contrôle et l'octroi de ces licences autorisant le transfert d'armement ? L'exécutif ne peut pas avoir l'exclusivité en la matière. Surtout, il n'est pas acceptable que l'on continue à amuser la galerie en remettant aux députés un rapport sur les ventes d'armes chaque année moins précis et qui ressemble plus à un catalogue commercial qu'à un instrument de contrôle de l'action gouvernementale. D'ailleurs, nous attendons toujours celui de cette année.
avec plus d'un mois de retard. En réalité, l'opacité règne sur tout ce que fait l'exécutif lorsqu'il s'agit de défense. En Syrie, au Mali, au Yémen, que fait la France? Les parlementaires sont tenus le plus loin possible de la vérité. En Syrie, tout d'abord. Au mois d'avril dernier, le président de la République a décidé de participer à des frappes communes avec les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni contre le régime de Bachar el-Assad. Le jour d'après, un débat sans vote. Je vous suggère de le réécouter. Plusieurs mois après les faits, il est édifiant. Le gouvernement et sa majorité faisaient alors des gorges chaudes de ce succès militaire prétendu. Quelques jours plus tard, la presse révélait pourtant l'imposture. La contribution militaire française à ces frappes était somme toute négligeable et le succès des armes tant vanté perdait beaucoup de son éclat. Sur les 3 frégates mobilisées, les 2 premières ont dû renoncer à lancer leurs missiles en raison d'une trop grande incertitude. Quant aux quelques exocètes provenant des airs, un a fait long feu et obligé le pilote qui le transportait à le larguer désarmé en pleine Méditerranée. Le gouvernement devrait s'expliquer devant la représentation nationale. Par ailleurs, ces frappes devaient permettre d'ouvrir une solution diplomatique. Qu'en est-il? Nous n'en voyons pas le début du commencement. Au Mali, ensuite, la situation se dégrade sérieusement. La presse s'en fait écho, quoique très discrètement. Les élections présidentielles auront lieu dans un mois pile, dans un contexte de très forte tension. Le résultat est quasiment connu d'avance. Là aussi, le gouvernement met la poussière sous le tapis. Le choix de ne pas procéder à une deuxième lecture est bien entendu un moyen de ne pas rediscuter la pertinence des OPEX et surtout les perspectives du désengagement. Après plusieurs années dans la bande sahélo-saharienne, on nous refuse toujours un bilan sérieux de l'interventionnisme français. J'ai d'ailleurs déposé une demande de commission d'enquête pour obtenir ce bilan, mais je doute que la majorité ne mette cette demande à l'ordre du jour. Le nombre de nos blessés au Mali est très important, quoique l'omerta sur ce sujet soit totale. Madame la ministre, pouvez-vous nous indiquer le nombre de blessés que nos armées comptent au Mali 10 jours après la journée nationale des blessés de l'armée de terre? Le G5 Sahel est encore bien loin d'être opérationnel et parmi ses principaux bailleurs de fonds figure l'Arabie saoudite, mécène bien connue de la radicalisation islamiste dans le monde. D'ailleurs, la MINUSMA vient de confirmer une bavure, et je mets des guillemets, des militaires maliens du G5 Sahel qui a fait 12 morts parmi les civils. Est-ce réellement là notre seule voie de désengagement? On comprend aussi que le gouvernement ne veuille pas remettre en débat 2 des dispositions centrales de la LPM. Tout d'abord, le postulat selon lequel le taux d'engagement des OPEX ces prochaines années sera aussi élevé que celui de ces dernières années, quand bien même Sangaris est fini et Chamal devrait toucher son terme. Deuxièmement, la création du fichier Biopex, destiné à enregistrer les données biologiques de personnes contrôlées sur les théâtres extérieurs, n'est pas redébattue. Sur ce sujet, je relance un avertissement solennel. Les dispositions qui ont été prises pour garantir aux hommes et femmes qui feront l'objet de contrôles qu'ils et elles pourront s'y refuser sont d'un formalisme hypocrite. Quand bien même le droit des personnes serait-il préservé, ce dont je doute, sa mise en œuvre concrète sera perçue comme une prérogative de police, car c'est ce qu'elle est en vérité. Elle fera naître chez les personnes contrôlées le sentiment d'avoir face à elles une administration d'occupation. Alors que nos soldats sont de plus en plus mal considérés, dans un pays qu'ils ont pourtant contribué à sauver du chaos et dans lequel la population leur était globalement favorable. Je crains que Biopex ne fasse croître encore ce ressentiment qui s'aggrave tous les jours. Au Yémen, enfin, nous savions déjà que la France n'avait pas cessé de vendre des armes aux pays de la coalition, Arabie saoudite et Émirats unis en tête, alors que le traité sur le commerce des armes, dans ses articles 6 et 7, le lui interdit formellement. Madame Parly, dans un entretien matinal sur France Inter, nous avait tous stupéfaits en prétendant qu'on ne peut pas savoir si ces armes serviront à la guerre ou, pire, aux crimes de guerre qui ont sans doute lieu au Yémen. Une demande de commission d'enquête sur ce sujet a été déposée par notre collègue Sébastien Nadeau du groupe de La République En Marche. Espérons que celle-ci verra le jour. Mais il y a 2 semaines, nous avons appris par voie de presse que des forces spéciales françaises auraient été envoyées sur le terrain, apparemment aux côtés des troupes émiraties. Qu'est-ce que cela veut dire? Quels sont les intérêts français que l'on défend là-bas, alors que le véritable enjeu de la guerre est l'hégémonie régionale de l'Arabie saoudite ou de l'Iran? Aurions-nous donc un favori entre ces 2 théocraties? Pourquoi Mme Parly a-t-elle cru possible de démentir les propos du président Mélenchon lorsqu'il a réagi à cette information? Et pourquoi n'a-t-elle pas cru possible de réagir directement aux informations
de M. Georges Malbruno et de son journal. Pourquoi, surtout, le peuple français et ses représentants n'ont-ils été ni consultés, ni même informés de cette décision du Président de la République? Car selon l'article 35 de la Constitution, c'est le Président qui décide de l'engagement des forces à l'étranger, avec l'obligation d'en informer le Parlement. La Constitution n'aurait-elle pas été respectée? Ou pouvez-vous, Madame la Ministre, démentir cette information devant la représentation nationale? Voilà les sujets que nous aurions pu mettre en discussion avec une deuxième lecture de la LPM. La loi de programmation opère une grande braderie de la souveraineté nationale à laquelle le gouvernement s'adonne au nom de la défense européenne. L'aveuglement idéologique qui conduit le gouvernement à vouloir développer un système de combat aérien et un char franco-allemand est désastreux. La souveraineté ne se partage pas, pas même avec des amis ou des alliés. Que dire s'il s'agit de faire confiance aux dirigeants allemands qui nous ont, ces dernières années, si souvent bernés? Je rappelle le cas exemplaire de la coopération franco-allemande dans le domaine spatial. Alors qu'avec les accords de Schwerin, nos deux pays avaient décidé de se répartir chacun un domaine de compétences, à un l'optique, à l'autre le radar, les Allemands se sont finalement assis sur ces accords et ont fini par faire cavalier seul. Qu'allons-nous faire? Lorsque nous aurons partagé le plus précieux de nos savoir-faire de pointe avec cet ami, inconstant à tout le moins, le peuple français sera-t-il toujours en mesure de décider seul de son avenir? La même question se pose à propos du rapprochement de Naval Group et de Fincantieri que le gouvernement favorise discrètement depuis des mois. Qu'avons-nous à gagner à mettre en commun une entreprise capable de satisfaire tous les besoins de la marine nationale, y compris en matière électronique ou de propulsion nucléaire, avec un armateur italien aux capacités nettement plus restreintes? En réalité, le dogmatisme et la naïveté font perdre à ce gouvernement tout sens commun. Pour essayer, encore une fois, de lui ouvrir les yeux, rejetons cette loi de programmation militaire.